Imaginons un instant un enfant très sérieux, qui lève la main ou qui tire sur la manche d'un adulte pour poser une question qui, d'un coup, jette un froid dans toute la pièce. Il demande très sincèrement pourquoi faut-il travailler pour avoir le droit de vivre. Ah oui, le genre de question qui met tout le monde mal à l'aise en fait. Mais c'est exactement ça. En général, face à ce genre de sortie, les adultes ont tendance à balayer ça d'un revers de main, tu sais, avec ce petit sourire un peu condescendant en disant que, bon, c'est comme ça, c'est la vie. Ouais, la fameuse rationalisation de l'adulte. Voilà. Sauf que, pour notre exploration en profondeur d'aujourd'hui, on va s'intéresser à l'idée que cet enfant avait peut-être, dès le départ, tout compris. On va plonger dans un document vraiment singulier qui s'intitule tout simplement Intention. Et c'est un document assez difficile à classer d'ailleurs. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est un texte qui brouille un peu toutes les pistes. On a affaire à la fois à un manifeste personnel, très intime, à une critique vraiment chirurgicale de notre société, et en même temps, c'est le plan architectural d'un nouvel espace communautaire. Et ce qui rend ce texte si captivant à analyser, c'est vraiment sa progression logique. L'auteur ne se contente pas de s'asseoir sur le bas-côté, de regarder le monde brûler en faisant la liste de tout ce qui ne va pas. Ce qui est souvent la facilité, hein, on est d'accord. Bah oui, la critique systémique pure, c'est la partie la plus facile. Le vrai défi que ce document relève, c'est de déconstruire nos normes sociales les plus profondément ancrées pour comprendre comment on pourrait, de manière concrète et pragmatique, bâtir une alternative viable. Donc une réponse à cette fameuse question d'enfant, mais pas avec de la théorie abstraite. Exactement. Avec un véritable projet de vie collectif. Et d'ailleurs, cette question d'enfant dont je parlais au début, ce n'est pas juste une figure de style pour lancer le sujet. Le texte s'ouvre littéralement sur un souvenir très précis, un souvenir que le père de l'auteur lui a rappelé. Oui, un souvenir de son incompréhension profonde face au travail. Voilà, une incompréhension presque viscérale qu'il manifestait, enfant, devant cette obligation de travailler pour avoir le droit d'exister. Parce que la plupart des gens, en grandissant, finissent par l'internaliser, cette règle du jeu. On l'accepte et on la justifie en fait. C'est ça, on la rationalise. Mais là, l'auteur fait un choix radical. Il considère ce souvenir non pas comme, tu sais, une erreur de jeunesse ou une immaturité qu'il aurait heureusement dépassée, mais comme une véritable boussole. Il appelle ça une intuition ancienne et intacte. Et c'est vraiment un point de départ fondamental pour toute la réflexion qui suit dans le manifeste. Les enfants perçoivent très souvent les absurdités de notre monde avec une clarté que les adultes ont complètement perdue sous le poids de la socialisation. Ouais, on s'habitue à l'absurde, quoi. C'est ça. En conservant cette boussole de l'enfance, l'auteur refuse d'emblée l'idée que le système actuel serait naturel ou inévitable. Et c'est justement cette posture qui permet au document de glisser vers une analyse beaucoup plus large, notamment sur les conditions de départ de chaque individu. Parce que si le simple fait d'exister dans notre société exige de se battre, de travailler, de produire du résultat, la question immédiate qui vient après, c'est avec quelles armes on est censé mener ce combat? Tout à fait. Ce qui nous amène à examiner une distinction sur laquelle énormément de mouvements sociaux se cassent les dents aujourd'hui, c'est la différence fondamentale entre l'égalité et l'équité. Ah oui, c'est un passage très fort du texte. L'auteur observe les grands combats contemporains et il pose un diagnostic assez tranché, en fait. Il affirme que le postulat de l'égalité stricte repose sur une pure illusion. Parce qu'aucun être humain ne part de la même ligne de départ. Exactement. Bon, pour ceux qui nous écoutent, on va décortiquer un peu tout ça avec une image très simple pour vulgariser le propos du texte. L'analogie des chaussures. Ouais, c'est ça. Si on comprend dire la théorie de l'auteur, l'égalité, ça serait un système qui décide de fournir à chaque citoyen, sans exception, une paire de chaussures de taille 40. Sur le papier, c'est le système égalitaire parfait. Il n'y a aucune discrimination. Voilà, c'est la même chose pour tout le monde. Sauf que, dans la réalité de la rue, certains vont flotter dans leurs chaussures et trébucher, et d'autres auront les pieds en sang au bout de 100 mètres, tout simplement parce qu'ils chaussent du 44. L'équité, à l'inverse, c'est la démarche de donner à chacun une paire de chaussures à sa taille précise pour qu'il puisse marcher dignement sans souffrir. Et cette image illustre parfaitement le concept. Mais ce qui est fascinant, c'est que le document va encore plus loin dans sa critique. Parce que dans notre société actuelle, non seulement on t'impose la chaussure de taille 40, mais si tu saignes ou si tu n'arrives pas à courir aussi vite que les autres, on t'en tient personnellement responsable. Ah oui, c'est la double peine. On te dit que c'est de ta faute. Exactement. On va accuser l'individu de manquer de résilience, de manquer de volonté, de ne pas faire d'efforts. L'approche par l'équité que défend le manifeste demande une infrastructure sociale beaucoup plus exigeante, en fait. Ça demande de regarder les gens différemment, non? Oui, ça nécessite d'accepter la complexité de l'autre,
de regarder ces fragilités physiques, psychiques ou mentales, non pas comme des anomalies qu'il faudrait corriger pour le marché de l'emploi, mais comme des réalités humaines à intégrer pour préserver la dignité de chacun. Mais du coup, si l'équité est censée garantir une vie digne, on voit bien au quotidien que le compte n'y est pas du tout. Et c'est là que le manifeste s'attaque vraiment au nœud du problème, au monument peut-être le plus intouchable de notre époque. Notre relation à la productivité. En plein dans le mille. Le texte met en lumière une contradiction assez violente concernant notre rapport au travail, et ce, dès les premières pages. Oui, il y a une hypocrisie qui est pointée du doigt et qui est inscrite jusque dans nos textes les plus sacrés, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce texte affirme noir sur blanc que le travail est un droit. Sauf que la définition d'un droit, c'est de protéger un individu, de lui offrir une liberté. On a le droit de s'exprimer, on a le droit de circuler. Mais le travail, dans les faits, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Ah bah non, clairement pas. On ne jouit pas de son droit au travail le dimanche matin quand ça nous chante. Dans la réalité de notre système, c'est devenu une condition de survie obligatoire. C'est presque un chantage tacite. Si tu ne travailles pas, tu perds le droit au logement, à la nourriture, à la santé en fait. Voilà, l'obligation a complètement dévoré le droit. C'est une obligation vitale déguisée en droit fondamental. Et c'est vraiment la mécanique invisible de notre conditionnement. En transformant le travail en obligation pour survivre, la société a fait glisser la valeur même de l'existence vers la valeur de la production. Le document s'attarde beaucoup sur cette pression écrasante de devoir, je cite, réussir sa vie. L'expression est terrible quand on y pense. Oui, parce que l'être est totalement conditionné par le faire. Il suffit de penser à la toute première question qu'on pose à un inconnu dans une soirée. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et voilà, on définit l'identité par l'utilité économique. Et point final. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant dans le document. Parce que cette pression, elle a un coût physique, un coût réel sur le corps. L'auteur ne se contente pas de faire une théorie économique froide. Il décrit sa propre réaction au moment d'écrire ces lignes. C'est un passage très intime, effectivement. Oui, c'est presque inattendu. En écrivant, l'auteur est physiquement submergé, au point de se mettre à pleurer. Il parle du relâchement d'une, je cite encore, fatigue ancienne. Ça m'a beaucoup marqué. Ce n'est pas juste intellectuel, c'est une libération émotionnelle. Ce moment d'effondrement, c'est vraiment la clé pour comprendre la démarche globale. Ces larmes, ce n'est pas l'expression d'une dépression ou d'un renoncement face à la vie. C'est plutôt un soulagement, non? Exactement, c'est l'intelligence du corps qui prend le relais. Le corps signale qu'une charge écrasante vient enfin d'être posée à terre. Pendant des années, l'individu a porté le poids d'un système profondément injuste en pensant intimement qu'il était lui-même défaillant. En se disant que s'il frôlait le burn-out ou s'il angoissait le dimanche soir, c'était de sa faute. Voilà la fameuse culpabilité. Mais identifier cette injustice de manière systémique, réaliser que le jeu était truqué dès la ligne de départ, c'est ce qui permet de se décharger de cette culpabilité. La fatigue ancienne dont parle l'auteur, c'est littéralement l'épuisement d'avoir dû maintenir cette illusion toute sa vie. Ça remet tellement de choses en perspective. Et ça donne tout son poids à cette citation du texte qu'on doit absolument mettre en valeur, qui dit « La vie est un droit, pas une récompense ». C'est une phrase très courte, mais d'une puissance redoutable. Ah oui, parce que si on l'applique réellement, ça fait imploser toute notre logique méritocratique. Si la vie est une récompense, on doit constamment prouver qu'on la mérite en produisant. Mais si c'est un droit inconditionnel, c'est tout l'édifice de la productivité forcée qui s'effondre. Exactement. Et c'est cette prise de conscience radicale qui oblige l'auteur à passer à l'étape supérieure. Parce que faire le constat, ça ne suffit plus. Bah non, parce qu'une fois que tu as pleuré de soulagement, une fois que tu as identifié toute l'hypocrisie du système, le système lui-même, il est toujours là. Il n'a pas bougé. Demain matin, il faut quand même payer son loyer. C'est ça. Et c'est à ce moment précis que le manifeste bascule. Il passe de la théorie pure au projet d'action concret. Alors justement, parlons de cette transition, parce qu'elle n'est pas évidente. Le document consacre une bonne partie à critiquer ce que beaucoup de gens choisissent comme solution, c'est-à-dire la simple prise de parole. L'auteur explique que s'asseoir en cercle pour analyser sa souffrance, ça a des limites très claires. Oui, le concept des groupes de parole traditionnels est remis en question. Et je dois avouer que ça m'a fait tiquer au début de ma lecture. Je me suis fait un peu l'avocat du diable. La thérapie par la parole, les groupes de soutien, ce sont des outils fondamentaux. Est-ce que l'auteur rejette l'idée même de discuter de ses traumatismes? Ça semble presque contre-productif de dire ça. C'est une réaction très courante face à ce genre de posture. Mais ça soulève une question cruciale sur la méthode. En regardant bien les mécanismes que le texte décrit, on comprend qu'il n'y a pas du tout un rejet de la parole en soi.
D'ailleurs, le manifeste précise bien que l'objectif est d'avoir un lieu où la parole libère. Donc on continue de parler quand même. Bien sûr. Ce qui est critiqué en fait, c'est l'enfermement dans ce que l'auteur perçoit comme une boucle stérile. Parfois, se réunir uniquement pour constater à quel point le monde est écrasant, comprendre l'oppression sans rien faire d'autre, ça peut générer un effet de chambre d'écho. On tourne en rond dans sa souffrance en quelque sorte. C'est ça, on valide la souffrance, mais en l'absence de levier d'action, ça peut paradoxalement ancrer et renforcer le sentiment d'impuissance. On devient l'expert absolu de sa propre prison, mais on ne construit aucune clé pour en sortir. L'intention de l'auteur, ce n'est plus seulement d'exprimer, c'est de transformer. Donc la parole n'est pas la destination finale. Non, ce n'est qu'un prélude. D'accord. C'est pour ça que la vision détaillée dans ce document, c'est celle d'un espace vivant, un écosystème où le collectif construit. Le terme de pratique qui transforme revient souvent pour marquer ce passage de l'expression à l'impact réel sur le monde. La définition même d'une praxis, passer de l'idée à l'action concrète. Si le système extérieur valorise en permanence la compétition, l'épuisement, le rendement, cet espace alternatif intérieur doit pouvoir proposer, tester et vivre des pratiques concrètes basées sur l'équité et le soin de l'autre. Un vrai laboratoire, quoi. Ce n'est plus juste un groupe de parole, c'est un endroit pour inventer de nouvelles manières d'être. Tout à fait. Mais c'est précisément à ce stade du projet que, historiquement parlant, les choses deviennent très délicates. Tu penses aux dérives agneaux ? Complètement. Parce que créer un groupe de personnes très unies par une vérité alternative, avec des pratiques de transformation et une remise en question totale du système établi, c'est souvent le mode d'emploi classique pour la création d'une dérive sectaire. On a tous en tête des exemples de communautés utopiques qui finissent en cauchemar d'emprise psychologique avec un leader charismatique qui prend le contrôle. C'est le risque inhérent à ce genre de structure, oui. Et ce qui fait la force de ce texte, je trouve, c'est qu'il aborde cette peur frontalement. Il ne contourne pas l'éléphant dans la pièce. La lucidité de l'auteur là-dessus, c'est sans doute l'aspect le plus mature et le plus rassurant du document. Il exprime explicitement sa propre terreur que cet espace de guérison puisse reproduire des schémas de domination. Et il appelle cette crainte, je cite, une vigilance éthique. Il ne dit pas que son projet est parfait par magie. Au contraire, au lieu d'affirmer avec arrogance que son système est immunisé contre les dynamiques de pouvoir, il intègre cette peur comme un pilier, comme un garde-fou fondamental du projet. Alors concrètement, qu'est-ce que tout cela signifie dans la pratique? Comment on s'assure qu'on ne crée pas une secte? Le document s'appuie sur plusieurs règles très claires. Et la plus brillante d'entre elles, c'est le principe de la porte grande ouverte. C'est-à-dire la liberté absolue de venir et de partir. C'est un paradoxe fascinant. Pour construire un collectif extrêmement fort et engagé, il faut paradoxalement garantir à chaque individu qu'il peut fuir ce collectif à la seconde même où il le souhaite, sans avoir à se justifier, sans pression, et sans que personne n'essaie de le retenir. C'est ce qu'on appelle la mécanique du consentement continu, et c'est vraiment l'antidote le plus efficace contre l'emprise. Dans une dynamique de type sectaire, la sortie est toujours rendue extrêmement coûteuse pour l'individu, que ce soit d'un point de vue social, psychologique ou financier. On te fait culpabiliser si tu pars, ou on t'isole. Exactement. Ici, l'absence totale de coût à la sortie garantit que la présence de chaque membre est le fruit d'un choix qui est renouvelé tous les jours, et non pas d'une contrainte. Et le texte ajoute à cela le refus absolu des dogmes. Il n'y a aucune vérité imposée d'en haut. Et l'auteur lui-même refuse l'étiquette de gourou. Tout à fait. Il définit son rôle strictement comme une facilitatrice. Son rôle, c'est de maintenir le cadre, de s'occuper du contenant, mais jamais de dicter le contenu de ce que les gens doivent penser. Et pour bétonner tout ce concept, pour être sûr que ça reste sain, le manifeste ne s'arrête pas à de belles intentions philosophiques. Il intègre le projet dans une infrastructure très stricte, c'est-à-dire le cadre légal français. Et c'est un point très important soulevé dans les sources. Oui, on y trouve des références directes à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen concernant la liberté d'expression. Le projet s'appuie sur le respect des règles des associations de loi 1901. Il pose comme prérequis l'absence de troubles à l'ordre public et une transparence totale. C'est presque contre-intuitif finalement d'utiliser le droit classique pour encadrer une utopie aussi radicale. C'est contre-intuitif, oui, mais c'est d'une intelligence redoutable pour ancrer le projet dans le réel. Pour utiliser une image, c'est comme utiliser l'ossature en acier rigide d'un bâtiment officiel pour faire pousser une forêt organique à l'intérieur. Oh, c'est une belle image ça. Le droit français, tu vois, avec ses lois sur les associations, sa laïcité, ses garanties de liberté individuelle, agit comme une armure de protection.
En se soumettant volontairement à ces lois, le projet s'assure qu'aucun règlement interne, aucun leader ne pourra jamais supplanter la loi commune de la société. Ça prouve que ce manifeste n'est pas juste une utopie flottante. C'est un projet pragmatique qui veut exister au milieu de la réalité et pas isolé du reste du monde. Eh bien, nous touchons à la fin de notre parcours à travers ce document Intention, et il faut vraiment reconnaître l'ampleur de la démarche. C'est un voyage assez impressionnant. Complètement. On est parti d'une simple intuition d'enfant sur l'absurdité du travail forcé, on a traversé l'épuisement émotionnel d'une société basée sur la productivité pour arriver à la structuration d'un projet communautaire viable et encadré légalement. Et il y a 2 citations dans le texte qui synthétisent à merveille cette trajectoire. Lesquels as-tu retenus? La première résume l'objectif global. Créer un espace pour celles et ceux qui ne veulent plus seulement comprendre le monde, mais participer à sa transformation. Et la seconde garantit l'éthique de la démarche. Je ne crée pas un lieu pour que les gens me suivent, je crée un espace pour qu'ils se retrouvent eux-mêmes. Ces 2 phrases, elles résonnent bien au-delà du projet spécifique de ce document. Elles s'adressent à quiconque ressent le poids des attentes sociétales ou un profond décalage avec le concept moderne de réussite. C'est vraiment universel. L'épuisement face au modèle de réussite matérielle, c'est devenu un phénomène de masse, non? Ah bah oui, totalement. Ce document offre une grille de lecture pour comprendre cette dissonance entre ce qu'on nous exige de faire et ce qu'on a viscéralement besoin d'être. Il prouve que c'est possible de passer d'un constat stérile à une action collective concrète, tout en préservant son intégrité et son esprit critique. Pour prolonger cette réflexion et clôturer notre exploration, j'aimerais qu'on revienne un bref instant à l'intuition de cet enfant dont on parlait au début. La fameuse question originelle. Oui, on a construit nos vies entières, nos identités, autour de ces chaussures trop serrées de la productivité. On porte tous, d'une manière ou d'une autre, cette fatigue ancienne. Alors, imaginons juste un instant que l'infrastructure même de notre société, cette machine implacable qui conditionne notre droit de vivre à l'obligation de produire, s'effondre demain matin. Un monde sans obligation de production, ça donne le vertige. C'est ça. Que choisirait-on de bâtir exactement dans cet espace de liberté absolue et inattendue? Et de manière encore plus intime, si on se regarde dans le miroir, qui deviendrions-nous si, pour la toute première fois de notre vie, nous n'étions plus jamais définis par ce que nous faisons?